Bien, bonsoir messieurs, dames. Monsieur le maire Mathieu Quin, membre d'honneur de l'association Espoir Pancréas, retenu par d'autres obligations, m'a demandé de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette conférence de sensibilisation sur le pancréas. Donc, je vais peut-être me présenter, je suis Nadège Nicolas, je suis adjointe à la cohésion sociale, aux nouvelles solidarités, aux aînés et à l'autonomie. Vous êtes donc tous les bienvenus dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, place Stanislas, élu récemment monument préféré des Français. Place qui sera illuminée en violet aujourd'hui et demain, couleur symbolique de la lutte contre le cancer du pancréas. Comme chaque automne, les campagnes nationales d'information et de sensibilisation au dépistage de certains cancers se succèdent et sont maintenant très populaires. Octobre rose pour le cancer du sein, Novembre bleu pour le cancer de la prostate ou des testicules. Pour autant, il me paraît indispensable de communiquer sur d'autres cancers moins connus du grand public, comme c'est le cas pour le cancer du pancréas. En effet, ce cancer dont l'incidence ne fait qu'augmenter et dont le pronostic est parfois assez sombre, pourrait devenir la seconde cause de décès d'ici 2025. Je félicite donc les organisateurs de cette soirée, et notamment l'association Espoir Pancréas, pour cette initiative dans le cadre de la 8e journée mondiale contre le cancer du pancréas. D'une part, pour la pertinence des thématiques qui seront abordées, et d'autre part, pour le choix des intervenants. Et là, ce n'est plus l'élu de la mairie de Nancy qui parle, mais la professionnelle de santé exerçant dans le domaine de la cancérologie. Puisque vont prendre successivement la parole le professeur Thierry Conroy, directeur général et oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Lorraine, dont les travaux dans ce domaine sont connus et reconnus au niveau international. Je pense notamment au protocole de chimiothérapie FOLFIRINOX, qui est devenu une référence dans le traitement de ce cancer. Le professeur Conroy vous parlera du parcours patient dans le cadre de cette pathologie. Le docteur Aurélien Lambert, oncologue médical également à l'ICL, spécialisé dans les pathologies cancéreuses digestives, dont le pancréas, vous informera sur les pistes de recherche et de nouveaux traitements qui, je l'espère, pourront venir rapidement enrichir l'arsenal thérapeutique disponible pour lutter contre cette maladie. Et enfin, le docteur Tenenbaum, en sa qualité de médecin généraliste ce soir et non d'élu à la mairie de Nancy. L'expertise et la collaboration avec la médecine de ville est essentielle dans la prise en charge de cette pathologie, car ce sont nos partenaires qui sont en première ligne pour repérer le plus tôt possible les signes évocateurs d'un cancer du pancréas, puisque la rapidité du diagnostic est essentielle pour le pronostic. Je vous laisse donc entre des mains expertes, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas trop objective. Je ne pourrai malheureusement pas rester à vos côtés pour cette soirée étant attendue dans une autre réunion. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une soirée riche d'informations et d'échanges. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Philippe François Stellinger, donc je suis le président de l'association Espoir Pancréas. Bienvenue tout d'abord donc aux participants présents, à ceux qui sont physiquement ici dans cette salle, mais à ceux également qui vont pouvoir participer à cette conférence en regardant la captation vidéo qui est en train de se faire et qui sera diffusée donc dans la semaine prochaine par l'intermédiaire de notre sur la page Facebook et sur YouTube. Merci bien entendu à la ville de Nancy pour son soutien à cet événement. Plus particulièrement donc au docteur Tenenbaum et Adeline Mangin qui se sont particulièrement investis donc, dans cette opération. Merci pour la mise à disposition donc, de cette salle magnifique. Et pour, on est revenu donc en violet et pour l'illumination donc, de cette magnifique place. Et comme disait Madame l'adjoint au maire, donc, qui est non seulement cher au cœur des Lorrains, mais qui est maintenant cher au cœur de tous les Français. Merci donc à l'Institut
donc, de l'Institut de cancérologie de Lorraine, donc au professeur Thierry Conroy et au docteur Aurélien Lambert, qui ont toujours répondu présent donc aux sollicitations de l'association Espoir Pancréas et qui œuvrent au quotidien pour une meilleure prise en charge des patients. Quelques mots rapides sur l'association Espoir Pancréas. Cette association a été créée en 2016 suite au décès de mon épouse qui était arrivée en 2015. Et donc, j'étais arrivé à ce moment-là donc à de grosses interrogations, puisque au moment de la maladie et à plusieurs reprises, on cherchait des explications, on cherchait donc des appuis, et on ne les a pas à ce moment-là trouvés. Et donc, on a décidé, j'ai vu un certain nombre d'amis, de parents qui se sont associés à nous pour lancer donc l'association en novembre 2016, donc juste en face, donc sur cette même place. Donc on a constitué une équipe qui a réuni donc un certain nombre de personnes touchées par le cancer du pancréas, directement ou indirectement. L'association a une vocation nationale dès le départ, et nous avons été soutenus par une fondation qui s'appelle la Fondation Arcade. Et cette fondation donc, est une fondation pour la recherche digestive. On a intégré, l'association Espoir Pancréas a intégré en 2017 une initiative de patients qui s'étaient organisés, enfin qui tentaient de s'organiser sur Paris. Et cette initiative était soutenue par le professeur Hamel de la PHP à Paris. Et nous avons fait une présentation donc, de cette association, de notre association, lors d'une soirée donc, à l'Olympia qui s'appelle Leur Voix pour l'Espoir, qui depuis a lieu régulièrement. Et cette soirée donc, était lancée par Laurie Choleva, qui a elle-même donc, souffert, donc, enfin qui a été touchée elle-même donc, par la pathologie donc, du côté de son père. Et cette soirée est destinée à recueillir des fonds pour la Fondation Arcade. L'association est donc, comme vous l'avez compris, constituée par des patients, par leurs familles, par leurs amis. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné par la vice-présidente Annie Charette, donc, qui est à mes côtés depuis les premiers jours de la création. Nicole Cossanel, qui est venue de Paris spécialement, donc représenter les Parisiens. Et puis donc d'autres bénévoles donc, dans cette salle, donc, y compris donc, ma fille et ma sœur, qui sont venus nous encourager, on va dire, voilà. Et qui ont aussi, dès le départ, participé à cette initiative. Les principaux objectifs de l'association Espoir Pancréas, vous le voyez donc sur cette affiche, donc c'est faire progresser la détection précoce. Ça a été vraiment le maître mot dès le départ, c'est faire progresser la détection précoce. Et puis faire entendre la voix des patients. On a trouvé que effectivement, les patients étaient, en tout cas donc, au démarrage, moins écoutés ou moins considérés que ça ne le devrait. Et puis faire connaître, bien sûr, les meilleures prises en charge, les dernières avancées de traitement, et on va en parler tout à l'heure. Voilà, je vais simplement vous montrer les différentes... voilà, donc on a vu Madame Nadège. Voici le programme. Hein, donc vous aurez d'abord le professeur Thierry Conroy qui va nous parler du parcours de patients pris en charge pour le cancer du pancréas. Ensuite, le docteur Aurélien Lambert, les pistes de recherche et de nouveaux traitements. Et on posera un certain nombre de questions au docteur Tenenbaum sur des cas pratiques et des questions de patients. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Conroy. Bien, je remercie les organisateurs et en particulier Monsieur le Président François Steninger et également la mairie de Nancy qui est toujours à notre écoute et qui a permis de nous recevoir dans cette salle. Alors,
aujourd'hui, clairement, depuis les différents plans cancer, les établissements de santé sont en train de s'organiser de plus en plus en parcours, en espérant avoir d'une année sur l'autre de nouveaux moyens pour fluidifier les prises en charge, faire vivre l'interaction entre les différents acteurs de la prise en charge et faire apparaître de nouveaux métiers nécessaires à cette prise en charge, dont les infirmières de pratique avancée, les infirmières de parcours, ce qu'on appelle aussi les infirmières de coordination. Nous, notre objectif à l'ICL, qu'on vient de présenter à notre conseil d'administration, aux tutelles, et que je suis en train de présenter à différents politiques, dont prochainement monsieur le maire de la ville de Nancy, c'est de nous transformer dans un hôpital de soins, un hôpital de parcours. Les parcours, on a l'expérience, puisqu'on l'a mis en place il y a une dizaine d'années dans le cancer du sein, puis dans d'autres pathologies. Et pour ce qui est d'un certain nombre de cancers urologiques, ORL, digestifs, nous nous sommes associés à nos partenaires du CHRU de Nancy pour construire un parcours commun dont je vais vous présenter les principaux éléments. Je voudrais d'abord dire que quand on parle du pancréas, il y a plus forte raison de cancer du pancréas. Évidemment, il y a tout de suite une très grande inquiétude compte tenu du pronostic supposé de cette maladie pour lequel on a fait des progrès substantiels, mais dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'il reste insuffisant. Et pour autant, le mot pancréas, dès qu'il y a une pathologie pancréatique, fait extrêmement peur. Donc je voudrais dire d'emblée que la plupart des demandes de consultation, donc un très grand nombre de consultations que nous avons ou de demandes d'avis de l'étranger, résultent de pathologies qui sont heureusement pas du tout des cancers. On nous demande avis pour des pancréatites chroniques, pour des kystes du pancréas qui sont dans l'immense majorité des cas des kystes bénins, qui a aussi des formes de cancer ou de tumeurs du pancréas qui sont d'origine endocrine, qui sont beaucoup plus faciles à traiter, qui relèvent de traitements différents quand par malchance ils sont à un stade avancé. Ce soir, nous allons parler uniquement de la pathologie pancréatique cancéreuse la plus fréquente, qui est le cancer du pancréas exocrine, ce qui représente à peu près 95% des cancers. Mais heureusement, il y a énormément de pathologies qui font très peur tant qu'elles ne sont pas diagnostiquées et qui ne sont pas des cancers. Et ça va être évidemment la première étape du parcours, d'éliminer ces pathologies et de rassurer les personnes sur lesquelles on trouve des kystes en particulier par hasard sur un scanner, et ça c'est extrêmement fréquent, et les kystes du pancréas ont une fréquence qui augmente avec le vieillissement, et c'est découvert par hasard de kystes qui ne donnent lieu à aucun symptôme, aucune pathologie, et qui dans l'immense majorité ne deviendront pas cancéreux, et quelque chose qu'il faut connaître. Alors quand on parle de parcours, et Madame l'adjointe Nadège Nicolas l'a rappelé il y a un instant, la précocité du diagnostic et la rapidité des soins est un élément important. Et là, c'est un des rares cancers pour lequel le diagnostic prend du temps. Et dans une enquête qui date d'environ 3 ans, vous voyez qu'à partir des premiers symptômes du patient et selon la filière qui a été choisie, on a des délais de diagnostic qui sont entre 50 et 80 jours, ce qui est évidemment beaucoup trop long. Alors, de mon point de vue, et c'est ce que je vais vous présenter, et on partage ce point de vue avec nos collègues du CHU de Nancy et de la plupart des gastro-entérologues, chirurgiens, oncologues en France, on considère qu'une prise en charge est une urgence et qu'il faut arriver à un diagnostic très rapidement. Alors, c'est pas toujours facile parce que les symptômes peuvent passer inaperçus. Le symptôme le plus trompeur, c'est des douleurs nocturnes qui passent pour un rhumatisme parce qu'elles sont en arrière dans le dos, et le diagnostic risque d'errer parce qu'on ne fait pas les bons examens. Ça n'arrive heureusement pas souvent, mais on peut s'améliorer
dans la prise en charge. Et effectivement, avec le professeur Hamel, qui était évoqué il y a un instant, on a mis au point un protocole qui s'appelle Urgence Pancréas, où on s'est tenu à organiser l'ensemble de la prise en charge et du diagnostic en 15 jours. Alors, c'est pas toujours facile avec aujourd'hui les difficultés qu'on a, et en particulier en Lorraine et dans cette période post-Covid, en France d'une manière générale. Aujourd'hui, on manque de professionnels de santé et ça peut être compliqué. Mais l'idée, c'est de vraiment arriver à un diagnostic le plus rapide possible et à un traitement qui soit réalisé dans les meilleures conditions, avec l'idée donner les meilleures chances de guérison, parce qu'on peut guérir d'un cancer du pancréas, même si c'est relativement nouveau depuis une quinzaine d'années. De façon évidente, on voit des guérisons et heureusement, nous voyons des patients guéris, ce qui n'était pas le cas au début de ma carrière. L'autre objectif principal, et c'est celui-là que l'on poursuit dans la plupart des cas, c'est de vivre le plus longtemps possible grâce à des traitements appropriés, faits au bon moment, parfois interrompus, parfois repris, et on a plus de molécules à notre disposition, on a des médicaments plus efficaces contre la maladie, mais surtout on a des traitements contre les symptômes qui marchent beaucoup mieux qu'il y a seulement 20 ans. Et puis, l'autre objectif, c'est de réduire les symptômes de façon à ce que la personne puisse se sentir mieux, avoir des activités au quotidien quasiment normales et contrôler la maladie comme les symptômes. Et on va voir ensemble que selon la situation, c'est pas complètement les mêmes objectifs que l'on va choisir. Et puis, c'est la raison aussi de notre présence ce soir et de notre investissement à tous et de l'investissement de l'association que vous présidez. L'idée, c'est aussi donner aux patients du futur de meilleures chances de guérison et donc de faire progresser la recherche. Donc avoir en France les dernières molécules et Monsieur Lambert vous présentera tout ce qu'on a pu faire avec la Corée, avec le Japon, avec les États-Unis et comment tout ça, cette recherche mondiale, on essaie d'y contribuer de façon active. Et puis, bien aujourd'hui, on est dans une logique de soins personnalisés. C'est pas les mêmes traitements pour tout le monde, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'organiser pour faire une coordination entre les différents acteurs qui donnent lieu aux traitements les plus appropriés et à un niveau de satisfaction de nos patients que nous suivons régulièrement, donc, comme le font d'ailleurs tous les établissements de santé. Donc, et l'étape qui est pour nous importante, c'est donner un rendez-vous, et c'est la consigne qu'on s'est donnée à l'ICL, un rendez-vous dans les 3 jours lors d'une demande de rendez-vous. Évidemment, si d'évidence sur dossier, c'est un kyste bénin du pancréas, on va se donner un tout petit peu plus de délai, mais on donnerait quand même un rendez-vous rapide. On va préparer la consultation pour qu'en amont, on ait tous les résultats, tous les tests, tous les scanners, tous les CD, tout ce qu'il nous faut, voir si les vaccinations sont à jour, est-ce qu'il y a eu un avis dentaire, est-ce qu'il y a un avis cardiologique, enfin tout ça, on va essayer de le récupérer de façon à ce que si ça n'a pas été fait, qu'on puisse l'organiser et le coupler avec le premier rendez-vous. On va donc chaque fois que possible proposer un protocole de recherche, sachant que ça n'est jamais une obligation pour le patient de l'accepter. Et puis, on va s'organiser, c'est ça qu'on a convenu avec le CHU et puis l'organisation qu'on est en train de programmer et pour lequel on espère obtenir des moyens spécifiques. Il y a un programme européen qui va être lancé sur les parcours de soins et en tant que vice-président de l'association nationale Unicancer, je suis en train de faire le nécessaire pour qu'on participe à ce programme européen sur les parcours de soins. On va essayer d'organiser dès le premier rendez-vous, chaque fois que possible, une consultation avec les diététiciennes, un avis de spécialistes des personnes âgées, l'arrêt du tabac lorsque c'est nécessaire, puisqu'on sait que c'est un des grands facteurs de risque du cancer du pancréas, même si à l'évidence, il n'est pas présent chez tout le monde. Donc on va essayer chaque fois que nécessaire et le proposer un rendez-vous
couplé avec, si nécessaire, une infirmière d'annonce, une assistante sociale. Et dans l'avenir, et c'est des nouveaux métiers qu'on a créés avec le CHRU de Nancy, pour lequel le diplôme commence là dans quelques jours pour la 3e année consécutive, on a créé des infirmières spécialisées de pratique avancée ou de coordination qui sont formées spécifiquement à la cancérologie et dont le métier est d'entourer les patients, d'aider les équipes médicales à une meilleure coordination, au suivi des délais entre les différents traitements, nous aider à avoir les rendez-vous les plus rapides possibles. Et puis on sait que dans un cancer du pancréas, il y a souvent en diagnostic un aspect de dépression qui est à prendre en compte, parce que c'est vrai que c'est un cancer dont le pronostic fait très peur, qu'on s'entoure également de spécialistes de la douleur qui vont pas être sollicités systématiquement, mais pour lequel l'ensemble des oncologues sont formés, pour lequel on a créé il y a une 15aine d'années aussi un diplôme spécifique à l'université avec une centaine de médecins que nous formons chaque année, et puis les aspects nutritionnels que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont également importants dans la prise en charge. Alors, dans l'organisation qu'on a mis en place à l'ICL, tous nos courriers de consultation partent le jour même. Je suis en consultation cet après-midi, mes courriers sont partis aussitôt. Chaque fois qu'on a l'adresse du médecin via une messagerie sécurisée, il est envoyé par ce biais, ce qui gagne également du temps. On a pris l'habitude d'appeler les médecins traitants chaque fois qu'il y a eu une consultation difficile, une prise en charge à domicile à faire en relais. Et puis, c'est une des bases de l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la détection précoce? Et dans la détection précoce, il y a la prise en charge, la recommandation sur les formes familiales, qui représentent à peu près 7% des cancers du pancréas exocrine. Et ça devient d'autant plus important que nous avons des médicaments spécifiques de traitement d'entretien pour ces formes. Là, une des difficultés, c'est le remboursement très partiel des tests aux établissements de santé, dossier sur lequel je suis depuis plusieurs années avec des interventions que j'ai fait réaliser en particulier au Sénat. Le président de la République a annoncé en juillet dernier que le gouvernement, au titre de la stratégie décennale de la prise en charge des cancers et en particulier de la lutte contre les cancers de pronostic défavorable, dont fait partie le cancer du pancréas, le gouvernement allait s'attacher à ce problème. C'était d'ailleurs un engagement que les groupes de travail se mettent en place d'ici fin 2021, et je suis content que cet engagement ait pris, puisque il y a quelques jours, Monsieur le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé à la Haute Autorité de Santé de regarder la prise en charge de ces tests qui sont extrêmement coûteux et qui sont aujourd'hui, pour une très large part, à charge des établissements de santé sans prise en charge, alors qu'aujourd'hui, on sait que non seulement on peut faire des recommandations pour la famille, ce qui est évidemment très important, mais on peut aussi soigner différemment les personnes, et c'est une avancée très importante qu'on a obtenue dans d'autres cancers, et en particulier le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire, on a déjà révolutionné le pronostic avec ces molécules. Le cancer du sein, des avancées majeures ont été annoncées cette année. Ce genre de molécule est également pourra être utilisé dans le cancer de prostate. Et si le test permettant de savoir que la molécule est active et la molécule pourra être utilisée, si le test ne peut pas être effectué, on tournait un petit peu en rond. Donc on peut espérer, peut-être pas en 2022, mais sûrement pour 2023, si la Haute Autorité de Santé donne un avis favorable, que ces tests soient complètement remboursés. Je n'ai pas de doute dessus, tant il y a une évidence en termes de santé publique que c'est indispensable. Donc un bilan rapide. Si on dispose d'un scanner de moins d'un mois, et surtout si le patient est opérable, on refaire systématiquement. Nos équipes du CHU qui ont une spécialisation dans ce domaine en chirurgie que nous n'avons pas à l'ICL, et on va
toujours confier nos patients là où se font les meilleurs soins, et les meilleurs soins de prise en charge chirurgicale. Les experts dans la région du CHU sont excellents dans le domaine. Ils ont pris l'habitude de refaire le scanner la veille. En tout cas, on raisonne toujours avec un scanner relativement récent. Si on a besoin d'une biopsie, souvent par écho-endoscopie, en faisant une anesthésie générale par l'intérieur, le CHU a pris un engagement qu'il nous donne le rendez-vous en 3 jours. Et l'idée, comme dans un cancer du sein, c'est que le traitement commence dans les 3 semaines. Voilà, c'est ça les délais qu'on s'est fixés entre CHU et ICL, en disant la réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est la règle en cancérologie, se fait sous 1 semaine. On explique globalement ce qui va être fait aux patients en remettant un document écrit qui s'appelle un plan personnalisé de soins, expliquant comment se passent les traitements, les effets secondaires, etc. Ensuite, de façon informatisée, les délais entre les différents traitements. Et donc, on développe les postes d'infirmiers coordinateurs de parcours. Et nous n'en avons pas beaucoup aujourd'hui, mais clairement, on souhaite que l'ensemble de nos patients soient traités dans ce type de logique. Et c'est le projet que nous avons présenté à notre conseil d'administration et l'agence régionale de santé. Alors le parcours de ce type de pathologie, il est souvent complexe et il nécessite une compétence surspécialisée des acteurs, qui est d'ailleurs la règle en Europe, et ces règles qui n'existent pas encore en France vont être renforcées par des décrets à venir dont j'ai vu les premières versions qui seront discutées demain au niveau national pour une application premier trimestre 2022, et j'en attends une amélioration des soins. Dans cette pathologie, malheureusement, et pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vécu personnellement ou dans votre famille, c'est une pathologie pour laquelle il y a des imprévus. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a en particulier un risque d'hypercoagulation et du fait que les vaisseaux se bouchent, donnant éventuellement une phlébite, et éventuellement donnant un vaisseau qui se bouche localement à côté du pancréas, pouvant donner une embolie pulmonaire. Donc on a les anticoagulants faciles dans ce type de pathologie, puisqu'on a des études multiples qui démontrent que ça évite la récidive, l'aggravation et l'apparition de nouvelles thromboses. Alors, ce que je suis en train de vous dire n'est pas vraiment consensuel dans le monde entier. Clairement, aujourd'hui, en France, nous sommes sur une vision parcours, prise en charge de qualité, mobilisation des acteurs, on fait le maximum. Il reste des endroits dans le monde, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Hollande, où la logique peut être différente. On est dans une logique économique où on se dit « Ah ben non, il n'y a pas de preuve, c'est pas certain qu'une prise en charge rapide améliore les résultats, et tant qu'il n'y a pas de preuve, eh ben on fait rien tant qu'il n'y a pas de symptômes. » Je suis pas du tout d'accord sur cette approche, parce que c'est une pathologie qui souvent évolue vite. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Et si on ne fait rien, ben on voit très vite que les symptômes s'aggravent et qu'on a une dégradation de qualité de vie, ce qui a été quand même montré par de nombreuses études. Donc voilà, tout se fait quand même dans une prise en charge globale pour lequel, pour nous, on considère que c'est une des urgences thérapeutiques et psychologiques pour lequel, clairement, il est indispensable de prévoir une prise en charge rapide, au moins pour le premier avis. On peut donner un deuxième avis, un troisième avis, mais si la personne est déjà prise en charge par un établissement, les règles sont les mêmes partout. Nous travaillons d'une manière générale avec des référentiels nationaux et on optimise et on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années dans tout le Grand Est géographique, c'est bien sûr Champagne, Alsace, Lorraine, mais aussi Franche-Comté, Bourgogne. On s'est d'ailleurs réunis en octobre à Vittel pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire de nouveau, comment on pouvait s'organiser le mieux. Donc on raisonne à partir de raisonnements écrits avec une validation en réunion de concertation pluridisciplinaire et puis une adaptation des traitements aux souhaits du patient. C'est-à-dire que ce que nous proposons à un patient, c'est jamais une obligation. Le patient et sa famille acceptent ou refusent.
simplement le standard majeur et ce à quoi qu'on veut arriver dans un nombre de cas qu'on essaie d'optimiser, c'est d'opérer le patient, qui est la seule chance de guérison lorsque c'est suivi de chimiothérapie adjuvante. Alors en fait, on avait traditionnellement 4 situations différentes. La situation où il y a des métastases d'emblée, la moitié des cas, ce qui incite effectivement à faire le maximum pour faire des diagnostics précoces. Est-ce que l'ADN circulant, ces traces d'ADN qui sont dans le sang et qui permettent de détecter des cellules tumorales, nous le permettront un jour. Dans le cancer du pancréas, nous avons des recherches importantes là-dessus. On n'a pas l'impression que ce soit un espoir majeur parce que c'est négatif dans bien des cas. Voilà. Il y a la forme qui est étendue localement et qui n'est pas opérable. Il y a la forme qu'on appelle borderline, c'est-à-dire on est à la limite de l'opération, mais si on fait une chimiothérapie ou des rayons plus une chimiothérapie, ça va devenir opérable. Et puis il y a la forme qui est opérable d'emblée. Alors, étendue localement et inopérable, c'est la forme pour laquelle on a le plus progressé dans les dernières années, en particulier grâce au protocole que j'ai mis au point, mais pas seulement. Et aujourd'hui, des personnes qui étaient considérées comme ayant une tumeur totalement inopérable deviennent opérables. Pour mes collègues américains avec lesquels j'étais en réunion encore vendredi dernier, disent jusque 50% des patients deviennent opérables avec un FOLFIRINOX. Moi, je crois qu'il faut être plus modeste. Déjà 20-25%, 30% dans d'autres études, c'est déjà bien. Mais en tout cas, on peut opérer des patients lorsqu'on a un bon résultat des traitements. Et là, l'un dans l'autre, on va arriver à opérer plus de patients. Peut-être le double. On n'a pas encore de statistiques internationales. Mais en tout cas, il y a un consensus international pour dire oui, on fait mieux. Je suis en charge du consensus européen que je suis en train de finaliser. J'espère pouvoir boucler ça avant la fin de l'année. Mais bon, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord au niveau européen. Mais on n'est pas loin d'une réussite. En tout cas, sur le fait qu'il faut faire qu'il y a un espoir, qu'il ne faut pas baisser les bras, que oui, on va pouvoir opérer des patients. Là-dessus, on est d'accord. Bon, le cas le plus favorable, c'est le cas où il y a une chirurgie. Ça, c'est ce que nous avons convenu dans le document officiel qu'on a mis à disposition de tout le Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté sur le parcours de soins cancer du pancréas lors de notre réunion de Vittel. Ben voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui concernent le chirurgien, qu'est-ce qu'il doit faire, et puis on fait systématiquement de la chimiothérapie. Et là, avec le protocole FOLFIRINOX, ça c'est des résultats que j'ai présentés au Congrès européen en septembre, au congrès qui s'appelle l'ESMO. Et voilà, avec le nouveau protocole, en regardant tout ce qu'on a eu comme décès par cancer, non seulement cancer du pancréas, mais également second cancer. Il y a malheureusement chez des gros fumeurs qui ont fumé 2 paquets par jour pendant 30 ans, 40 ans, mais c'est pas la seule cause de cancer du pancréas, on est bien d'accord. Chez les gros fumeurs, on a vu apparaître secondairement, chez un patient guéri de cancer du pancréas, des cancers de vessie ou des cancers du poumon. Tant qu'on ne savait pas guérir ce type de cancer, on ne savait pas que ce risque existait. On pouvait s'en douter, puisqu'on connaissait ça dans les cancers du poumon ou les cancers ORL. Là, ça a quand même impacté de façon notable les résultats. Et là, les résultats que vous voyez, la courbe rouge chez le nouveau traitement, on a 46% de survie sans décès par cancer. C'est des résultats évidemment qu'on peut optimiser. On part de 0% il y a 15 ans. Hein. Donc c'est quand même un progrès qui, de progrès en progrès, de meilleur protocole en meilleur protocole, on avance, mais il reste beaucoup à faire. Et c'est tout le chemin qui nous attend avec les différents nouveaux traitements, la coordination des acteurs, les meilleurs soins avec une place importante à une prise en charge globale, aux soins de support, et puis à tout ce qu'on fait autour du programme personnalisé d'après-cancer. Là, le gouvernement a autorisé une partie du remboursement d'une prise en charge en ville avec consultation de nutrition, consultation psychologique, une fois le patient opéré ayant terminé sa chimiothérapie. C'est une avancée de l'année 2021 qu'il faut saluer. Et puis, on a terminé un protocole
de recherche, et également avec l'équipe du professeur Hamel, pour voir quel était l'intérêt de l'activité physique qu'on a tendance à conseiller dans la plupart des cancers. C'est démontré comme évitant le risque de récidive d'un cancer du sein ou d'un cancer du côlon, avec un intérêt particulier dans le cancer du pancréas qui n'a pas été démontré à ce jour et qu'on va peut-être démontrer avec ce projet. En tout cas, si on n'a pas d'amélioration de la survie, on espère une amélioration de la qualité de vie qui reste l'objectif principal que l'on poursuit à travers tous ces progrès de la coordination des soins. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'organisation du parcours. Je ne suis bien sûr pas rentré dans les détails, mais nous serons tout à l'heure à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bien le bonsoir. Tout d'abord, merci donc à l'association Espoir Pancréas de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir que de pouvoir partager les nouveautés, partager le quotidien aussi, partager des fois de manière un peu plus informelle, ce qui est toujours aussi plaisant, et de créer du lien entre notre activité au quotidien, l'hôpital, et puis la recherche, les patients. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les associations comme Espoir Pancréas ont ont un grand rôle à jouer et nous aident beaucoup aussi pour défendre des dossiers. Monsieur Conroy l'expliquait avant, on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges à relever. Et c'est vrai que quand on fait front un hôpital, les soignants en ville, plus une association, c'est toujours plus simple d'obtenir des traitements, d'obtenir des tests. Donc, merci pour l'invitation. Je remercie aussi la ville de Nancy, puisque on ne peut plus ravis d'être dans les beaux salons de l'hôtel de ville. Donc, on est très content. J'ai choisi de vous parler des pistes de recherche et des nouveaux traitements, puisque effectivement c'est un cancer, nous l'avons un petit peu évoqué, qui mérite en tout cas qu'on s'y intéresse et surtout qu'on fasse des améliorations, qu'on fasse des trouvailles et des nouveaux traitements, puisque même si les progrès sont présents, même si tous les jours on se bat au quotidien pour améliorer les choses, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à faire, et surtout quand on compare ça à d'autres pathologies, d'autres cancers, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin. On attend notre révolution. Notre révolution dans le cancer du pancréas n'a pas encore eu lieu, et on a l'impression qu'il y a plein de pistes intéressantes pour la trouver. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, je vais repasser rapidement sur l'environnement dans lequel on évolue, puisqu'il faut comprendre effectivement d'où on part pour savoir ce qu'on cherche. Mais Monsieur Conroy l'a déjà très bien expliqué. Effectivement, des patients qui vont être dans un premier temps opérables, qui auront bénéficié éventuellement de chimiothérapie avant. C'est une vraie question qui est en train d'être traitée. Et ces patients, s'ils ont besoin, ils vont pouvoir avoir une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire que tout patient opéré dans les bonnes conditions devrait avoir une chimiothérapie adjuvante pour pouvoir être en espoir curatif. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme prévu, et parfois on est obligé de changer un petit peu notre fusil d'épaule et de partir sur des traitements qui ne seront pas forcément à espoir curatif. En parallèle, on peut avoir des situations qui sont moins claires, avec des chirurgies qui ne sont pas forcément faciles d'emblée, qui sont peut-être à risque et qui sont surtout à risque de laisser de la tumeur en place. Donc on peut privilégier des traitements par chimiothérapie première pour essayer encore une fois d'améliorer les choses. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de situations où la maladie est découverte un petit peu trop tard, et ça c'est un point d'amélioration qu'on essaye de traiter. Donc vous voyez, un autre axe, c'est de savoir si on peut améliorer les choses, même pour les patients dont on sait que la maladie sera présente. Est-ce qu'on peut avoir une approche de traitement chronique, c'est-à-dire vivre avec le cancer dans les meilleures conditions le plus longtemps possible? C'est un autre axe de recherche. Donc rapidement, je voulais partager cette slide pour vous montrer que on n'a pas à rougir à Nancy. Les équipes de recherche sont très performantes, et Monsieur Conroy en est le meilleur exemple parmi nous. C'est que voilà, les pratiques ont montré en 2011 que le FOLFIRINOX chimiothérapie portée ici a été le nouveau standard, c'est-à-dire c'est la meilleure option de traitement dans le monde, voilà, tout simplement. Et cette chimiothérapie, dans une forme un petit peu adaptée, mais qui n'a que peu de modifications, se révèle être également le meilleur traitement dans le cadre de la chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire dans la chimiothérapie. Donc ici à Nancy, on est capable de beaucoup, et c'est bien sûr des études qui sont collégiales, des consortiums internationaux, et tous les centres, enfin beaucoup de centres en France y participent, mais c'est possible d'être leader dans un domaine tel que le cancer du pancréas. Voilà, passons.
Alors, quand on pense recherche clinique, j'imagine qu'on a tous une image un peu comme ça en tête, c'est de se dire que le futur, c'est forcément de la recherche moderne, des grands écrans, un petit peu comme on le voit dans les séries télé. Mais moi, quand je pense recherche, je pense plutôt à ça. C'est des tableaux. Alors, c'est fait exprès, vous pouvez pas le lire. C'est pour montrer à quel point, des fois, la situation de la recherche, c'est un travail de bureau. C'est un travail assez académique dans lequel il faut essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et ça, c'est pour ça qu'on est là. On peut aussi imaginer que quand on consulte chez nous, on ressorte de consultation, même si nous on a donné tous nos efforts pour que vous compreniez ou pour que les choses soient claires. Des fois, on a un nuage de mots-clés, on a un nuage de questions qui arrivent et on se dit mince, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Quels sont les traitements que je vais pouvoir avoir? Je pense que c'est aussi pour ça qu'on doit être présent sur des associations comme Espoir Pancréas, puisque le lien qu'on peut faire permet de faire une seconde explication parfois ou de retrouver un support en ville qui va être très utile pour les patients. Quelques chiffres pour situer aussi la maladie, on en parle beaucoup, mais le cancer du pancréas en France, alors j'ai repris les données de 2017, on pourra les actualiser ensuite, mais c'est pour montrer que finalement le cancer du pancréas, c'est pas tout à fait 15 000 cas par an, un peu plus de 14 000 cas par an, qui est bien sûr derrière les cancers colorectaux, mais qui est plus présent, plus fréquent que le cancer de l'estomac, par exemple, de l'œsophage. Donc vous voyez qu'on est face à une maladie qui est pas négligeable, c'est pas une tumeur rare et d'autant plus intéressant que la recherche doit faire des progrès dans celle-ci, puisque dans les autres maladies, on a peut-être eu des progrès parfois un peu plus rapides ou des traitements qui marchaient un peu mieux. À l'ICL, on s'est toujours attaché à faire de la recherche. Comme on vous l'a expliqué, le but c'est de faire des innovations, des nouveaux traitements. Alors le plus important pour nous est bien sûr de faire bénéficier aux patients de nouvelles molécules, et ça je crois que c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir. On souhaiterait proposer à 100% de nos patients des études dans lesquelles on peut trouver un nouveau traitement, c'est-à-dire une nouvelle molécule qui va améliorer le pronostic, quelle que soit la situation. Par exemple, après chirurgie, on va trouver la meilleure chimiothérapie, celle qui fait en sorte qu'on ne récidive pas, ou le moins souvent possible. Mais même en situation métastatique, où par exemple on va avoir une situation de maladie qu'on ne pourra pas forcément guérir, à ce moment-là, il faut quand même qu'on puisse endormir la maladie, la stabiliser tout au moins, parfois la faire réduire le plus longtemps possible. On a de nombreux exemples au centre de patients qu'on a suivis pendant de nombreuses années, même dans des situations métastatiques. Donc, je crois que le message d'espoir et de recherche est là, c'est que c'est pas parce qu'on a la situation de départ qui est la plus dure qu'on ne peut rien faire, au contraire. Donc nos essais, on en a plusieurs, le but n'est pas non plus de faire le listing, mais c'est une mise à disposition, c'est la photo de cet après-midi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez à l'ICL, dans la vraie vie, vous pouvez potentiellement bénéficier d'une de ces études. Alors, je valorise bien sûr celles qui sont portées par le centre. L'étude Panda-Prodige est une étude très importante pour nous, puisque dans les situations où la chirurgie est difficile, c'est-à-dire borderline, où la qualité de la chirurgie n'est pas certaine d'avance, on va proposer de faire une chimiothérapie première, plus ou moins associée à des rayons, pour essayer de rendre la maladie plus facilement opérable. Donc ça, c'est une étude qui est en cours, dont on attend beaucoup, puisqu'elle pourrait modifier nos standards et nos pratiques. D'autres études sont très intéressantes, par exemple, sur la qualité de vie. On en a parlé, c'est important de trouver des nouvelles molécules, mais comment on vit avec la maladie, comment on est face au traitement, comment on est face à la maladie et chez soi. Eh bien, on s'intéresse beaucoup à améliorer le confort de vie, et le confort de vie, ça passe aussi par des études. Toute étude n'est pas une nouvelle chimiothérapie. Le confort de vie, l'activité physique, c'est aussi très important. Donc, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Passons, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais citer Optimize, qui est la nouvelle. C'est une étude, alors là, qui est vraiment très intéressante, puisqu'on va être le deuxième pays, en Europe à la lancer. C'est une étude qui nous permet, en association au FOLFIRINOX, de proposer un traitement immunologique qui va, on le pense, améliorer l'efficacité et surtout sensibiliser la tumeur au traitement. C'est-à-dire potentiellement améliorer le pronostic des gens avec des réponses qui peuvent être très intéressantes. Donc c'est ça au quotidien, à Nancy, la possibilité d'avoir ces traitements très innovants. Vous le trouverez même pas aux USA, celui-là. Donc c'est qu'on est vraiment en avance. Je l'ai remis ici. Pour donner aussi un feedback, un retour d'expérience concret, c'est que on a eu l'occasion d'échanger par le biais de diverses vidéos au cours de la vie de l'association sur nos pratiques et sur nos essais. Par exemple, on vient de terminer une étude qui était très importante, Avenger 500. C'était un traitement anti-métabolique qu'on associait à une chimiothérapie classique.
Eh bien, à l'ICL, 15 patients ont pu bénéficier de cette étude, c'est-à-dire être inclus. Donc, dans la vraie vie du quotidien, en 2020, 15 patients ont pu avoir recours à cette étude. Donc, c'est peut-être 15 patients qui ont eu une amélioration, je l'espère, en tout cas, on n'a pas encore les résultats, mais de leur prise en charge. Deuxième étude que j'avais en tête, puisque celle-ci était très intéressante, comme on vous le disait, on travaille avec beaucoup de monde, y compris la Corée et y compris des pays divers et variés. L'option, par exemple, en DOTAG était intéressante puisqu'elle permettait de donner une deuxième option en deuxième ligne de traitement. C'est par exemple si la première chimio qu'on vous a proposée n'a pas fonctionné, à ce moment-là, on a aussi des études pour, si ça ne marche pas du premier coup, on peut faire quelque chose, je dirais, de rattrapage ou en tout cas faire le mieux possible pour que la deuxième ligne de chimio fonctionne. Et ça, c'est très important, puisqu'il ne s'agit pas d'abandonner le combat si la première fois, ça s'est moins bien passé. Puisqu'on a beaucoup d'exemples de patients qui n'ont pas eu forcément une bonne expérience en première ligne de traitement et qui ont un deuxième traitement qui marche très bien. Donc voilà, c'est aussi important de le souligner. Et puis Optimize, je vous en ai parlé. Donc on est vraiment très en avance, je pense, sur ce dossier. La recherche, ça c'est pour nous faire aussi un petit peu de publicité, c'est normal, on est là pour ça. C'est de montrer que la recherche, c'est très bureautique, très académique, et ça fait aussi... Enfin, le but de nos recherches, c'est de les transmettre, et donc on participe beaucoup à la publication d'articles, on produit du contenu scientifique, et là en l'occurrence, vous pouvez le voir avec le professeur Ducreux, qui est un professeur de l'Institut Gustave Roussy à Paris. Donc on a aussi des synergies nationales, parfois internationales, voilà, pour faire avancer les projets. Alors, le professeur Merlin, qui travaille aussi à l'ICL, aurait bien aimé être là ce soir, mais je vais me faire le porte-parole de son petit mot. C'est qu'à l'ICL, on met en avant aussi le projet de biopsie liquide. Le projet de biopsie liquide, en fait, c'est de savoir qu'au niveau des liquides, en fait, du corps humain, on peut avoir des traces d'ADN qui circulent, qui se promènent et qui sont le reflet de la maladie du cancer. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, mais ça fait que depuis quelques années qu'on est capable de le séquencer et de le quantifier. C'est-à-dire l'avènement des nouvelles technologies, des nouveaux séquenceurs génétiques nous ont permis de faire une utilité de ce qu'on savait déjà en théorie. Donc, c'est-à-dire, dans le corps humain, vous avez la possibilité de prendre de la salive, des urines, du sang, parfois du liquide céphalorachidien. Tout ça, ce sont des fluides naturels qu'on peut analyser, qu'on peut prélever assez facilement, plus ou moins selon l'origine des fluides, bien sûr. Et puis, on peut les analyser pour essayer de trouver des traces de cancer. Pourquoi trouver des traces de cancer ? Ça nous permet de faire donc un séquençage et d'essayer de distinguer finalement la cellule malade de la cellule qui n'est pas malade. Et si on trouve beaucoup de cellules malades, alors peut-être on va se dire que la maladie est en récidive. Chez quelqu'un de sain, peut-être que c'est une piste d'avenir pour trouver un moyen de diagnostiquer un cancer avant même qu'il soit symptomatique ou avant même qu'il soit détectable, ou en tout cas tout au début. Donc voilà, beaucoup de pistes de recherche, beaucoup d'espoirs fondés là-dessus, qui ne sont pas toujours servis, c'est vrai, on a eu beaucoup de déceptions, mais la recherche, c'est parfois des échecs avant de trouver la bonne solution. Donc voilà, nous permettant de trouver des mutations, par exemple, c'est-à-dire je peux retrouver un cancer, je peux retrouver des mutations un petit peu atypiques dans ce cancer et éventuellement donc pouvoir le signer ou pouvoir le classer dans une catégorie qui nous aide à trouver des traitements. Voilà à quoi ça peut servir. Donc je leur fais de la pub aussi, c'est que le professeur Merlin est un directeur de centre de plateforme de biologie moléculaire qui est aussi très connu au niveau international et qui participe donc à de nombreux congrès et parfois qu'on héberge ici dans les salons de l'hôtel de ville ou au palais des congrès. Donc voilà. À l'ICL, deux cas pratiques par exemple, c'est de montrer qu'on est capable aujourd'hui de faire de la biopsie liquide, un outil qui nous permet de réévaluer un patient, c'est-à-dire qu'au lieu de refaire des biopsies sur la tumeur, sur des ganglions, on peut, d'une simple prise de sang, dans certaines maladies, avoir le même résultat. On imagine bien qu'avoir une prise de sang rapide, quasiment au laboratoire de ville, versus une biopsie, c'est beaucoup plus acceptable. Et ce sont des techniques qui sont en train de se développer de plus en plus avec des autorisations dans d'autres localisations. Là, je parle du poumon, mais a priori, il est attendu qu'on en ait de plus en plus, y compris dans les cancers digestifs. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. La biopsie liquide, c'est aussi de la recherche qui est fondamentale ou en tout cas qui est translationnelle, puisque c'est le terme adéquat. Et la recherche translationnelle nous permet, à l'ICL, dans les cancers colorectaux, on a mené une très grosse cohorte. Dans le cancer du pancréas, on en parlait, cancer du sein, les mélanomes, voilà. C'est pas que le cancer du pancréas qui bénéficie de ce genre de recherche, mais c'est tous les cancers.
Donc c'est comme ça qu'on l'a expliqué. Et par exemple, en grand test dans la maladie du cancer du pancréas, on a dans certaines études la possibilité de collecter des prises de sang, de collecter des analyses qui nous permettent ensuite, a posteriori, de vérifier s'il y avait des facteurs pronostiques. Par exemple, on fait une étude pour tester une nouvelle chimiothérapie ou une nouvelle chimiothérapie avant une chirurgie, et puis en parallèle, on va analyser de savoir si certains patients ont des profils d'ADN circulant qui nous permettent de savoir qui va être le bon répondeur, chez qui ça va marcher en premier, et chez qui c'est peut-être pas la peine de faire de la chimiothérapie, mais chez qui il faut d'autres options. Voilà à quoi ça nous sert. Donc c'est assez facile à faire, et on le fait ici à Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy plus précisément. Autre cohorte pour illustrer, je ne vais pas m'attarder, mais on le fait aussi dans la grande région Grand Est, à l'aide donc du Cancéropôle Est, qui nous permet de financer des études de recherche sur des patients qui ont aussi été porteurs d'un cancer du pancréas, et sur lesquels on va pouvoir collecter des prélèvements, collecter des échantillons de tumeurs et analyser à nouveau sur des grandes bases de données la façon de faire et la façon de comprendre un peu mieux la maladie. Alors l'innovation, là je fais un petit clin d'œil, on parlait des parcours, mais je veux toujours qu'on ait un petit peu en tête l'innovation à quel prix. La santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est très important qu'on ait ça en tête, puisque la recherche en France, je pense qu'on peut être fier de nous, mais attention, attention. Parce qu'aujourd'hui, en plus j'ai une montre d'une marque qui est citée, je ne devrais pas le mettre, mais on est capable de faire beaucoup d'études très performantes, de qualité, grâce à ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les grandes sociétés, souvent américaines d'ailleurs, avec les données qui partent aux États-Unis. Je fais volontairement un clin d'œil, mais il faut faire très attention, puisqu'on a une recherche en France qui est souveraine, qui est de qualité et qui peut être indépendante. Attention aussi à ne pas se faire tondre la laine sur le dos par des acteurs qui viennent, eux, de façon gratuite, qui viennent nous aider, mais qui vont peut-être aussi exploiter vos données, nos données, de manière un peu moins sérieuse. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête, puisque aux États-Unis, en Angleterre par exemple, je cite que Google, mais la NHS, c'est-à-dire le système de santé anglais, a déjà fait un deal, un contrat avec Google pour partager les données. De manière anonyme, mais vous savez comme moi qu'une donnée, elle est anonyme jusqu'à ce qu'on se rende compte que il habite là, c'est le voisin. Enfin, donc attention à ça, j'insiste, mais c'est très important. Le futur, en fait, de nos disciplines, de notre discipline en cancérologie, et peut-être plus en cancérologie qu'ailleurs, puisque c'est vraiment là la révolution qu'on est en train de connaître, ça va être finalement de traiter toutes ces données. Alors, pourquoi je dis ça, c'est que nous ne sommes pas qu'une donnée. Je dis toujours, on ne soigne pas des chiffres, on n'est pas des numéros. Mais d'un autre côté, quand on collège toutes ces données, c'est-à-dire peut-être le poids qui va varier au cours d'une prise en charge, qu'on n'aura pas forcément bien surveillé, une tension artérielle qui pourrait se mettre à monter de façon anormale, tout ça, en fait, on essaye de l'organiser autour d'entrepôts de données pour pouvoir exploiter ces données ensuite et améliorer nos pistes de recherche. C'est très important de commencer à préparer ces choses-là, puisque sinon, comme je le disais, ça sera peut-être les grandes entreprises américaines qui le feront. Et pourquoi on peut avoir une logique de organisation des données et de prélèvement des données? C'est parce que dans un monde idéal, le monde dans lequel on veut tendre, et en tout cas on fait tout pour y arriver, c'est que ces données, qui seront finalement votre dossier médical, qui sera bientôt partagé, eh bien ces données finalement fassent de vous un acteur potentiel demain de la recherche, et on n'est pas tous forcément dans un essai clinique, on n'est pas tous forcément dans une expérience scientifique, et on peut quand même aider la science, aider la recherche à avancer. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'ICL, il n'y a pas que les nouvelles chimiothérapies, il n'y a pas que les nouvelles molécules, mais il y a aussi les données. Alors les données, c'est facile, je fais toujours ce petit clin d'œil aussi, c'est qu'on connaît tous ce jeu. On y a presque tous joué, on va dire. Comment est-ce qu'on est passé finalement d'un jeu simple comme ça, désuet, qui paraît pas intelligent, mais qui en est, je vous assure. Les fantômes sont une forme d'intelligence artificielle, à, par exemple, une voiture qui conduit tout seul. Comment est-ce qu'on a fait pour arriver de là à là? Comment on a passé finalement d'un champion d'échecs en 97, Garry Kasparov, qui était vraiment incontesté dans son domaine, à une machine, Deep Blue, c'était IBM à l'époque, qui l'a battu une fois, 2 fois, 5 fois, et maintenant il n'y a plus de débat. Les échecs, l'ordinateur est meilleur que nous. Même chose au jeu de Go. AlphaGo, qui est une filiale de Google, on les revoit, a battu le plus grand champion de Go, le maître de Go, et qui aujourd'hui n'a plus de débat. Le jeu de Go on sera toujours moins fort que la machine.
Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que ces prouesses techniques peuvent nous servir, nous, en santé? L'intelligence artificielle, je le disais, eh bien, l'intelligence artificielle, c'est peut-être aussi une des pistes de demain. En tout cas, on s'y intéresse beaucoup. Et quand je disais on s'intéresse à l'ensemble des patients, et y compris à leur état de forme, on voit que finalement, on a besoin parfois de savoir dans quel état de forme un patient est. Est-ce que vous allez bien? C'est une chose. Est-ce que le poids est stable? C'en est une autre. Mais est-ce qu'à l'intérieur, les muscles, par exemple, sont toujours aussi vaillants? Est-ce qu'au cours du traitement, il y a peut-être une perte de muscles qui s'installe et qu'il faudrait détecter plus vite? Eh bien, l'intelligence artificielle, sur exactement le même principe que la voiture qui conduit tout seul ou le Pac-Man qui bouge, nous permet de faire des contourages automatiques. Et ça, c'est une piste de recherche que je développe à titre personnel avec beaucoup de passion. C'est de pouvoir automatiquement, sur des scanners de routine, pouvoir trouver dans quel état de forme vous vous trouvez. Et donc, avec l'ensemble de ce genre de petites initiatives, on va certainement pouvoir proposer des nouveaux traitements. Et des nouveaux traitements, c'est pas forcément des robots méchants, hein, je fais toujours la petite blague, mais on peut avoir un robot bienveillant qui peut nous aider à améliorer nos traitements. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur François Sténinger, Madame, de m'avoir fait venir, même si je suis plus habitué au colloque singulier en tant que médecin généraliste qu'à ce type d'exercice. Je voulais vous parler rapidement de cas de deux patients. La première personne est une dame retraitée de 63 ans qui était journaliste, qui a eu beaucoup de mal. Elle a élevé seule un enfant toute sa vie. Ça a été un peu difficile. Elle prend sa retraite. Elle vient me voir. Elle a quelques douleurs abdominales. Je lui prescris une échographie. Les douleurs disparaissent et elle ne fait pas l'échographie. Elle revient me voir 5-6 mois après pour des douleurs abdominales et un petit peu de diarrhée. On fait une échographie et on tombe immédiatement sur une tumeur du pancréas de 3 cm. Évidemment, on arrive à avoir le scanner 24 heures plus tard. Et donc, et ça, on était en juillet 2019. Ouais. En juillet 2019. Alors, le généraliste, il passe la main à ce moment-là. Évidemment, je dirige la dame vers l'ICL. J'ai eu une collaboration très étroite avec M. Lambert parce que c'était une dame assez exigeante intellectuellement, qui voyait que le traitement ne fonctionnait pas. Elle n'a pas été opérée, elle a eu juste on lui a proposé des chimiothérapies. Et elle nous mettait souvent dans l'impasse puisqu'elle voyait que les choses n'allaient pas. Elle était assez intolérante et assez exigeante sur les traitements. Monsieur Lambert, j'insiste, mais il était toujours au téléphone. Donc on gérait les choses un peu par téléphone. On a fait connaissance physiquement que ce soir, mais on se connaissait bien. Voilà. Et puis, la maladie a progressé lentement. Elle a progressé sur 2 ans et elle est décédée le 14 juillet, c'est-à-dire 2 ans exactement après le diagnostic. Voilà. L'autre personne est un monsieur de 59 ans qui était brancardier à l'hôpital, qui était diabétique, qui était déjà en arrêt maladie parce qu'il avait eu des coliques néphrétiques qui s'étaient mal passées. Il avait fait une insuffisance rénale, un choc, etc. Il s'était fait une fracture de cheville et il était diabétique, donc on avait un petit peu de mal. C'était un homme qui était fatigué par la vie. On avait un petit peu de mal à équilibrer son diabète. Un jour, il arrive pour des douleurs. Je lui donne un petit traitement antalgique et pendant le week-end, il se fait hospitaliser parce que les douleurs augmentent. Il fait une pancréatite aiguë et 48 heures après, on lui diagnostique un cancer déjà très avancé, métastatique du pancréas. Cet homme est décédé au bout de 2 mois. Donc on a à peine pu mettre en place des traitements. Ça n'était pas... on n'a pas eu le temps. Il y avait trop d'interférences, trop d'intolérance au traitement. D'ailleurs, il a voulu épouser la femme avec qui il vivait depuis 30 ans. Il n'a même pas eu le temps de le faire. On a fait des démarches, le temps qu'on organise. Les choses ont été trop rapides. Voilà.
J'insiste là-dessus parce que finalement, pour le généraliste, c'est pas trop de la médecine qu'on fait quand on accompagne les gens sur ce type de cancer, mais on essaie de faire du soutien de la personne, de la famille, de l'environnement. Si vous avez quelques questions à poser. Oui. Donc, quelques questions à poser. Je vais mettre debout pour que tout le monde entende. Avez-vous constaté une augmentation des cas dans votre cabinet et sur quel type de patient? Oui. Alors, le type de patient, je crois que c'est le tout venant. Je ne peux pas dire... à mon niveau, je ne peux pas me rendre compte. Disons qu'avant, je suis installé depuis 40 ans, je voyais un cancer du pancréas tous les 3, 4, 5 ans. Et depuis quelques années, j'en ai régulièrement un par an. Un nouveau cas par an, donc il y a vraiment pour moi, il y a une augmentation dont on se rend compte aussi quand on parle avec les gens. Je pense que tout le monde se rend compte. Et je crois que les chiffres nationaux confirment cette... voilà. Question. Comment pourrait-on, selon vous, sensibiliser de façon plus importante les médecins traitants pour une détection plus précoce? Je crois pas qu'il y ait... Enfin, je pense que les médecins le sont. Bon. Moi, personnellement, je le suis parce que j'ai perdu mon beau-père il y a 38 ans en 15 jours, qui avait perdu sa propre mère 20 ans plus tôt et qui avait perdu son beau-père, et tous les trois de cancer du pancréas. Voilà. Mon beau-père fumait beaucoup, mais ce n'était pas... Donc j'ai toujours été assez sensibilisé, d'autant que j'ai toujours... je crois pas qu'on parle vraiment de famille à cancer du pancréas. J'ai essayé de lire quelques articles dessus, peut-être que les spécialistes pourront me dire, mais voilà, ça n'a pas vraiment été prouvé. Tout ça pour dire que même sensibiliser, comme les gens... je veux dire... Ce que j'ai oublié de vous dire sur la personne qui est morte en 2 mois, elle avait, pour des coliques néphrétiques, eu un scanner, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est important, 4 mois plus tôt, et le scanner ne montrait absolument rien. Voilà. C'est-à-dire que 4 mois plus tard, on tombe sur un cancer avancé du pancréas, alors qu'il y avait eu des scanners pour une autre raison. Je ne pense pas on était plutôt intéressé sur les coliques néphrétiques à ce moment-là, mais je pense pas que... Je pense que s'il y avait eu quelque chose, avec les techniques actuelles et la spécialisation des médecins, on l'aurait vu très probablement. Alors, autre question, en matière d'annonce aux patients, est-ce que vous avez... voilà, comment vous pratiquez oui. L'annonce, de toute façon, l'annonce, on ne peut pas tourner autour du pot, d'abord parce que les gens vont très vite sur Internet, donc... souvent, ils ont les diagnostics, ils passent l'échographie, ils passent le scanner, et évidemment, ils vont sur Internet, ce qui n'est pas fait pour remonter le moral, parce que c'est pas pour toutes les pathologies en général. Quand les gens vont regarder eux-mêmes, ils ne voient que les choses les pires, les plus difficiles, et ne retiennent que le plus difficile. Alors l'annonce, du coup, on n'y va pas par 4 chemins. Hein. Je crois que voilà. Il faut dire, voilà, j'ai les résultats, c'est pas top, c'est pas terrible, il y a une tumeur, je pense qu'il faut faire des examens complémentaires et il faut qu'assez vite, on les fasse assez vite et qu'on voit de quoi il retourne. Voilà. Il y a des gens qui voient tout de suite, il y a des gens qui n'ont pas trop envie de voir, donc ils restent avec le mot tumeur générale pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils consultent à l'hôpital en général. La difficulté, c'est pas l'annonce, c'est comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais devenir. Voilà. Et ça, voilà. On a beau parler des progrès, je veux dire, le cancer du pancréas aujourd'hui, dans les connaissances collectives, ça reste encore un mauvais cancer, même si on sait qu'il y a des progrès, même si on voit bien. J'ai une amie qui dirigeait notre chorale et qui a vécu 6 ans avec, voilà, donc, et qui a fait des choses très 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 longtemps. Mais quand même, c'est un peu difficile. Sur les autres types de cancers, j'arrive à un cancer colique, je vais dire qu'il y a des traitements, voilà. Là, je vais dire aussi qu'il y a des traitements, mais on ne peut pas non plus. Je pense qu'on n'aide pas les patients si on leur raconte n'importe quoi d'emblée, si on leur dit que ça va aller très bien, que voilà.
Donc il faut essayer de trouver tout de suite les mots pour les accompagner. C'est pas voilà. Pour moi, généraliste, c'est le plus dur des cancers à prendre en charge, même si, parce que finalement, on n'a que les coups de fil des difficultés et voilà. Après, on se fait rassurer, on a des conseils, voilà, très très importants, mais on est quand même face. Et puis, si les gens ne terminent pas leur vie à l'hôpital, chez eux, donc moi j'essaie de passer tous les jours, c'est ce que j'avais fait pour ce monsieur dans les jours où il est rentré chez lui, puisqu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il le savait. Voilà, mais c'est difficile de faire beaucoup plus. Par contre, oui, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut évacuer la notion de les douleurs. Enfin, si on gère bien, on évite la douleur. Et ça, c'est déjà très, très, très important. Parce que je me rappelle, au début de mon activité, quand les gens avaient ces cancers-là, la chose la plus importante, c'était d'abord les douleurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'évolution de la maladie, mais ce n'est pas la douleur qui est au premier plan, si on gère bien, évidemment. Merci, Monsieur Tenenbaum. On voit donc toute l'importance du parcours de soins, donc déjà par vous en tant que médecin généraliste tout au long de la maladie, avec donc le relais de l'ICL. Là maintenant, je vais parler au niveau de la municipalité. Oui. Donc, on sait que vous êtes impliqué. L'exemple même est que nous sommes accueillis ce soir, donc dans cette magnifique salle, et nous avons donc bénéficié de votre soutien, de Madame Mangin. L'avenir, est-ce que vous allez continuer à soutenir l'association pour mieux faire connaître cette pathologie et puis sa prise en charge? Donc on aimerait savoir si on peut compter sur vous. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pour ça que en général j'accepte pas Là, je suis sur mes heures de travail et en général je viens pas, mais voilà. J'ai été tout à fait convaincu, on va dire ému, et puis voilà. Et puis depuis que je suis... Alors, sur le plan professionnel déjà, voilà, je trouve que ce que je disais l'autre jour à une réunion à l'ICL, qu'il y a quelques années, les gens ne voulaient pas aller à l'ICL parce que c'était péjoratif. Aujourd'hui, ils demandent à y aller et ils sont rassurés. Voilà. Et ça, c'est le travail de toute l'équipe, professeur Conroy, je veux dire, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une bascule que j'ai vue dans mon activité professionnelle. Donc, c'est très important. Et puis, globalement, bon, en sortant un petit peu du pancréas, on sait aujourd'hui que, voilà, aujourd'hui, ça vaut la peine de se faire soigner, de se faire suivre et de se battre, parce qu'on sait quand même que, même pour le pancréas, on gagne quand même, on peut gagner du temps et du confort de vie. Et ça, c'est quand même extrêmement important d'avoir l'espoir, comme le dit votre association. Merci beaucoup. Qu'on sera là. Maintenant, nous allons donner la parole à la salle. Donc, si vous... Merci, Monsieur Tenenbaum. Donc, l'un d'entre vous répondra sûrement aux questions. Merci beaucoup. Et donc, la parole est à vous. Je vous fais passer le micro pour poser les questions que vous souhaitez. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis avec ma sœur atteinte du cancer diagnostiqué en mars. Elle est en ligne. Elle vous dit bonjour, je pense. Elle est à Rouen. Et sa première question est donc pour Monsieur Lambert ou Monsieur Conroy, pour être dans les essais cliniques. On postule. C'est ça ta question, Caroline ? Alors, si je comprends bien la question, c'est comment fait-on finalement pour bénéficier d'un traitement de recherche, d'un traitement innovant ? Oui, je crois. J'attends la réponse, mais je pense qu'on peut aller sur ce terrain. Je suppose. Alors, ça a il y a plusieurs façons. C'est tout d'abord, parfois, par exemple, tout simplement, le médecin traitant qui est au courant de nos essais, puisqu'on travaille ensemble, ou qui peut aller sur le site internet de l'ICL, très simplement,
le lycéel et d'autres établissements bien sûr en France, hein, mais on le fait comme les autres, proposer les études à disposition, c'est-à-dire qu'on peut être patient, aller voir le site internet, le médecin traitant peut le faire, et puis bien sûr parfois des médecins en ville, des médecins d'autres centres ont l'habitude de connaître les essais en cours, donc c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est tout simplement de nous passer un petit coup de fil. En général, on arrive toujours à répondre. On peut parfois évaluer sur dossier si on peut proposer un essai. Parfois, on ne peut pas, on déclinera poliment. Et puis, des fois, le second avis aussi, c'est-à-dire une consultation, même si on est suivi ailleurs, peut être faite pour avoir un autre regard sur le dossier. Et si un essai, encore une fois, est disponible, eh bien, on le proposera de toute façon systématiquement. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, en tout cas, c'était bien la question. Peut-être un complément pour dire qu'il y a un registre national sur le site de l'Institut national du cancer. Il y a un registre sur Grand Est qui s'appelle Hector, sur le réseau de soins Néon de cancérologie, dans lequel il y a tous les essais cliniques en cours. La limite des essais cliniques, c'est qu'ils s'intéressent à une population donnée, dans une situation donnée, et de plus en plus, et c'est évident dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon, dans le cancer bronchique, mais que ça commence dans le cancer du pancréas, on ne parle plus du cancer du pancréas, mais des cancers du pancréas, parce qu'on a identifié des sous-types qui relèvent de traitements particuliers grâce aux tests de biologie moléculaire qui vous ont été présentés, et donc il y a souvent des limitations d'accès à des situations précises, et souvent c'est le premier traitement ou le deuxième traitement, et c'est plus difficile de trouver des essais thérapeutiques au-delà du troisième traitement, où là généralement soit les essais académiques, ceux qu'on fait entre partenaires, CHU, Centre de lutte contre le cancer, hôpitaux privés, voilà, au niveau national ou international, ou du côté industriel, où là l'industriel veut donner les meilleures chances à son médicament et il va plutôt proposer le nouveau traitement en tant que premier traitement. Donc c'est une limitation d'accès aux études de recherche. L'autre limitation de recherche contre laquelle on essaie de se battre, c'est qu'il n'y ait pas une limite d'âge à 70 ans ou à 75 ans et que les personnes âgées ont les mêmes accès aux essais thérapeutiques. Globalement, dans le cancer du pancréas, et en partie grâce aux résultats qu'on a obtenus à Nancy, on a enfin intéressé les grandes compagnies industrielles à cette maladie, avec la preuve qu'on pouvait avoir de bons résultats et que ça valait la peine de se battre, comme ça a été fait pour l'hypertension artérielle, la ménopause, l'infarctus du myocarde ou le cancer du sein, et que en s'y mettant tous, et là le programme de l'Institut national du cancer qui a été lancé autour du cancer du pancréas est aussi quelque chose d'important qu'a lancé la tutelle pour qu'on se mette tous ensemble pour donner les meilleures chances, non seulement aux patients qui sont actuellement touchés par la maladie, mais aux patients futurs. Mais voilà, il reste à faire, mais par rapport à la situation que j'ai connue il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir, et on est en train de démembrer des situations finalement relativement différentes, relevant de choix différents. Donc souvent les essais thérapeutiques, ils ont un spectre relativement étroit, avec une situation bien précise sur laquelle on a on peut donner des meilleures chances avec un rationnel scientifique solide. Donc ça s'applique pas vraiment à tout le monde aujourd'hui. Par contre, en première intention au diagnostic, on a très souvent des études à proposer. Lorsqu'on va dans une situation avancée, comme l'a présenté Monsieur Lambert, on a d'autres études sur la qualité de vie, sur effectivement les interactions, sur les parcours, sur l'activité physique, sur de meilleurs médicaments pour la douleur, voilà. Mais sur les changements de thérapeutiques,
c'est souvent dans le traitement de première intention, parfois le deuxième qu'on peut proposer une étude thérapeutique. Mais c'est à disposition, c'est facilement accessible online, effectivement, soit sur le site de l'ICL pour nos études, soit sur le site Hector pour tout le Grand Est. Et je pourrais ajouter que les associations comme la nôtre peuvent avoir aussi un rôle à jouer, puisque nous avons donc été contactés pour être candidats à une opération de ce genre avec l'APHP et l'Institut Curie, qui nous a demandé de représenter donc les malades dans une opération. Donc il y a des choses à faire également dans ce sens-là, puisque nous apporterons un petit peu notre vision. On va pas décider de ce que va être l'essai thérapeutique, bien sûr, mais on peut donner notre vision des choses, qui peut être important aussi pour vous. Merci. D'autres questions? J'ai cru comprendre que ce cancer était en expansion. Y a-t-il des causes objectives qui font que il y a 10 ans il y en avait moins, ou il y a 20 ans il y en avait moins, et aujourd'hui davantage? Est-ce qu'il y a l'hygiène de vie? Est-ce qu'il y a des solutions au niveau de la prévention pour éviter ce cancer, quoi? Alors c'est une question qui est complexe et auquel je ne peux pas répondre complètement, mais c'est une excellente question. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est des diagnostics qu'on obtient plus facilement et qu'on va dire aux patients, alors quand j'ai commencé en tant que gastro-entérologue il y a 40 ans, on cachait la maladie qui n'avait pas de nom. Et voilà. Et il y avait certainement une sous-estimation de la maladie qui prend une part. Le second point, c'est que de façon évidente, il y a une augmentation d'incidence dans tous les pays développés. C'est toute l'Amérique du Nord, c'est l'Australie, c'est l'Europe de l'Ouest et c'est l'Argentine. Donc, de façon évidente, il y a une cause sociétale. Dans les causes connues, il y a le tabac qui vient largement en tête. Il y a l'alcool via la pancréatite chronique. Il y a une petite part familiale avec en particulier des facteurs de risque dans les familles où il y a eu des cancers du sein, de l'ovaire ou un mélanome, mais il y a aussi d'autres formes familiales. Et il y a l'obésité qui est un facteur de risque important qui est lié mais pas totalement au diabète, qui est un facteur de risque. Il y a un diabète lié à l'obésité, mais il y a aussi une forme de diabète qui touche le sujet jeune, qui est un facteur de risque du cancer du pancréas. Et il y a tout ce qui est pancréatite chronique, dont une part est familiale. Maintenant, ça n'explique pas. Voilà, on a entre un tiers et la moitié des cancers du pancréas évitables par les causes que je donne là. Et clairement, dans les pays développés, les facteurs de risque majeurs, c'est obésité et tabac. Mais pour une large majorité de patients, il n'y a aucune cause connue, il y a une injustice, il y a une incompréhension. On ne connaît pas les causes, on finira par les connaître, mais elles se trouvent quelque part, effectivement, dans des facteurs de notre environnement. Dire ce que c'est, est-ce que c'est des facteurs nutritionnels, autres, on ne le sait pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas de facteurs dans la vie familiale ou professionnelle, pas d'effet du stress, pas de forme de maladie professionnelle aujourd'hui reconnue, sauf si l'employeur autorise le tabac sur le lieu du travail, ce qui n'est plus aujourd'hui possible. Donc on a fait des progrès dans les connaissances, mais au moins la moitié des cancers surviennent pour une cause qui n'est pas connue et qu'il nous revient d'identifier. Le point important, c'est effectivement savoir reconnaître les formes familiales pour derrière mettre en place
les actions de suivi des formes précancéreuses qui existent, qui sont souvent visibles sur un scanner, qu'il faut savoir reconnaître. Aujourd'hui, il y a des recommandations, mais pas de consensus clair international sur la façon dont il faut suivre une anomalie génétique qui aurait été détectée dans une famille. Mais clairement, c'est une piste de travail extrêmement importante pour l'avenir. Mais voilà, l'autre cause très importante du cancer du pancréas, j'aurais dû commencer par celle-là, c'est le vieillissement. Clairement, plus on vieillit, plus on a de risque de cancer d'une manière générale, parce qu'on a accumulé des mutations, des anomalies au cours de la vie qui font que, eh bien, on va développer un cancer d'une manière ou d'une autre. Bon, vous savez, aujourd'hui, une femme sur 3, un homme sur 2 va développer un cancer autour de sa vie. Une grande partie va être guérie. Quand c'est un cancer lié au tabac, on avait jusqu'à présent moins de chance avec l'immunothérapie, qui n'est pas encore développée dans le cancer du pancréas parce que c'est très résistant à l'immunothérapie jusqu'à présent. C'est une piste qui n'a pas été tellement poursuivie, ou en tout cas qui n'a pas eu de chance de succès à ce jour. J'espère que ça va changer. En tout cas, on est en train clairement de prendre conscience d'un problème et de pistes de recherche qui sont aujourd'hui très importantes. Et pour ça, on a besoin de l'aide des épidémiologistes. Mais au niveau international, des budgets très importants ont été mis en place pour essayer d'avancer sur ce sujet. Parce que dans les pays développés, ça a été dit tout à l'heure en tout début de réunion, en Europe comme aux États-Unis, on s'attend à ce que ce soit la deuxième cause de mortalité par cancer avant 2030, même probablement bien avant. Donc il est grand temps de s'occuper des causes pour que effectivement on puisse les prévenir le mieux possible. Donc aujourd'hui, les recommandations, c'est l'activité physique, moins de 2000 calories par jour, essayer de surveiller son poids et surtout ne pas fumer. Et être dans une consommation d'alcool à moins de 10 verres par semaine, avec un jour de pause par semaine. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis être alerté sur les formes familiales, sur un diabète qui s'aggrave. Enfin, on n'a pas énormément de possibilités d'action. Clairement, aujourd'hui, pour l'augmentation d'incidence aux États-Unis, c'est la prise de poids avec une alimentation tout à fait inadaptée en termes d'excès de viande, excès de graisse, pas suffisamment de fibres, pas suffisamment de fruits et légumes. Enfin, on est dans les recommandations qui sont exactement les mêmes pour le cancer du côlon. L'obésité est un facteur majeur, même si d'évidence en France, on n'est pas du tout dans une cause prédominante comme on peut le voir dans les sociétés américaines. Faire des échographies, qu'est-ce qu'on cherche, comment, combien, en fait, à quel rythme, etc. Puis c'est quelque chose qui est lourd quand même. Hein. Et en même temps, j'ai une patiente qui a 78 ans, va voir sa phlébologue pour ses problèmes de jambes. La phlébologue est extrêmement consciencieuse. Elle fait une échographie, elle remonte jusqu'au foie. Elle lui dit, vous devriez aller voir votre généraliste. Elle avait un cholangiocarcinome débutant. Elle a vécu 10 ans opérée, après avoir été opérée à 78 ans. Alors bon, c'est un cancer un peu différent, mais elle a été opérée de ce cholangiocarcinome parce qu'elle a eu la chance, et de vivre 10 ans, parce qu'elle a eu la chance de tomber sur un médecin consciencieux qui avait le temps, mais elle y allait pour autre chose. Hein. Donc voilà, c'est vraiment toute la question du dépistage, de la prévention, à quel rythme, comment, avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'un jour on aura effectivement d'autres types de marqueurs. Les lipases, mes 2 patients avaient des lipases normales, des transaminases normales avec des cancers avancés. Hein, donc. Alors une phlébite est clairement un point d'appel qui est connu pour le cancer d'estomac, pour le cancer du pancréas. Et
clairement, surtout quand elle est dans une situation atypique, quand c'est un membre supérieur, quand c'est une jambe, on se méfie peut-être un peu moins, mais c'est vraiment des signes d'alerte. Alors il y a eu une étude qui a été faite pour toutes les personnes qui avaient une phlébite ou une embolie pulmonaire dont on ne savait pas la cause. Est-ce que ça valait la peine de faire chez tout le monde un scanner abdominopelvien qui est plus performant que l'échographie? Et malheureusement, l'étude a été négative. C'est-à-dire qu'on a trouvé que 1,3% de cancers passaient inaperçus par rapport à la population qui n'avait pas eu le scanner. Ils ont montré aucune différence dans les résultats en termes de survie et globalement, ils ne sont pas allés au niveau international sur les recommandations. Ce qui ne veut pas dire que quand on a un patient qui a une symptomatologie qui n'est pas normale, on se dit cette phlébite, voilà, il n'a jamais fait de phlébite à cet âge-là, il n'y a pas de varices, il n'y a pas de facteur coagulant, c'est pas trop normal, puis il a perdu un peu de poids. Oui, il faut aller facilement au scanner. Oui. Oui. J'ai une autre question là. Elle me demande pourquoi pas un dépistage systématique à partir de 40 ans. Alors il faut savoir que Caroline, à 47 ans, c'est une femme qui est professeure de danse classique depuis toute sa vie, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a pas d'antécédents familiaux, en tout cas que l'on sache. Et donc elle se pose beaucoup de questions parce que dans toutes vos réponses d'aujourd'hui, elle se demande même si c'est pas l'environnement, comme vous disiez, ou autre. Donc, c'est effectivement une très bonne question qui est difficile. Je vais répondre assez simplement. Malheureusement, c'est que on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que on aimerait pouvoir trouver ces pistes-là, que ce soit chez des gens à risque, parce que des fois des dépistages se font juste dans des populations à risque, par exemple juste chez les fumeurs, juste chez les gens qui ont le diabète, ou dans la population générale. Mais là, il faut bien reconnaître, comme le disait très justement le docteur Tenenbaum, c'est qu'on peut avoir un scanner normal, 4 mois plus tard, une maladie qui est déjà très développée. Comment fait-on? Est-ce qu'on fait un scanner tous les mois avec tous les problèmes d'irradiation que ça peut comporter? On aura d'ailleurs plus de problèmes que de cancer. Est-ce qu'on fait une IRM? Ça veut dire qu'il en faut. Est-ce que l'IRM est performante? Ça se discute. Est-ce qu'on a un accès aux soins suffisant? Et surtout, est-ce que la société peut l'assumer? La société, financièrement, vous avez bien vu qu'on n'a déjà plus assez d'infirmières dans les hôpitaux, que ce soit en France, à Paris, en province. Le Covid a un petit peu montré les limites aussi de notre système de santé. Donc on est déjà en train un peu de tenir les murs pour que ça marche. On ne va pas dire qu'on n'est pas les plus à plaindre, nous, parce qu'on a encore la chance de fonctionner dans un établissement et on a les moyens de nos ambitions, mais on est bien conscient de ce qui se passe autour de nous. Et donc, comment associer coût de santé? Je disais, la vie, elle a pas de prix, mais elle a un coût. Dans un monde moderne où on n'a en plus pas forcément la solution médicale, si on devait dire on le fait. Donc voilà, la limite, c'est par défaut. On en est bien désolé. Ce qu'on peut rajouter, c'est que le pancréas est un organe qui est profond et qui est mal visible sur l'imagerie. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Nous, en tant que famille, on a fait des scanners, enfin des échographies qui, moi, ça n'a rien montré. On voit très mal. Donc, quand on commence à voir, c'est que l'organe est déformé, les vaisseaux sont touchés ou des ganglions sont touchés. Et donc, on voit très mal. On n'a pas l'outil, comme le disait Monsieur Lambert, qui permet de faire du dépistage. Et c'est pour ça que peut-être les outils qu'on a du futur, de biologie moléculaire, de tests d'ADN circulants permettront d'avancer là-dessus. Pour l'instant, on est plutôt sur le suivi après traitement, mais c'est vrai que cet aspect dépistage, on n'a pas les outils qui conviennent. Donc, si une action doit être faite, elle est plutôt en termes de santé publique sur la prévention, la lutte contre le tabagisme, contre l'obésité. On sera plus facilement gagnant sur ces aspects-là, même si ça ne résoudra pas une très grande partie des situations. Merci. Il y a le temps pour une dernière question. Désolée, là c'est pour moi. Vous parliez tout à l'heure, après cancer, des programmes d'activité physique. Depuis qu'on a détecté son cancer, elle a un programme d'activité physique qu'elle s'improvise un peu et elle me dit c'est plutôt du bon sens.
Est-ce qu'il existe quelque chose qui va un petit peu au-delà du bon sens, qui accompagne pendant la chimio, la radio, etc. Alors oui, bon, déjà les conseils de base, c'est 10 000 pas par jour, et ça c'est valable pour nous tous. Je vous rassure, j'y suis pas, c'est évident, sauf en période de congé. C'est 10 000 pas par jour, et c'est 30 minutes d'activité physique 2 fois par semaine. Donc déjà ça nous met à l'abri d'un nombre conséquent de maladies cardiaques et un nombre conséquent de cancers. Le CHU à Nancy, mais nombre d'établissements ont mis en place, avec l'aide d'associations, dont la Ligue nationale contre le cancer, qui a des sites. Je pense maintenant dans toutes les villes de Lorraine, il y a des endroits où on peut avoir une activité physique adaptée avec un coach. Dans ce qu'on a travaillé à l'ICL, on avait un système de coach par Internet qui permettait aux personnes qui avaient accepté de participer à une activité physique adaptée dont on voulait prouver qu'elle améliorait la qualité de vie et la survie. On n'a pas les résultats à cette heure, donc je ne sais pas ce qu'a donné ce résultat, mais on a fait ça par un coach par Internet qui apprenait les mouvements adaptés. Mais bon, aujourd'hui, déjà 2 fois 30 minutes par semaine, c'est déjà quelque chose qui est efficace, et n'importe quel type d'activité physique, que ce soit de la marche rapide, du vélo, d'appartement, de la natation, des mouvements chez soi. Pour l'instant, dans le domaine spécifique du cancer du pancréas, on n'a pas les preuves. On les a dans d'autres pathologies cancéreuses, donc on peut penser qu'on les aura, et en particulier quand on aura amélioré les traitements. Mais je pense déjà aujourd'hui, de toute façon, la première recommandation qu'on donne et qu'on exige, à vrai dire, et pour lequel on est assez insistant, c'est d'arrêter le tabac tout de suite. Voilà. Parce que là, on sait quand même que quand on fait des rayons, on a prouvé une meilleure efficacité. Quand on fait de la chimiothérapie, c'est du simple bon sens, parce que ça arrive grâce à l'oxygénation du sang portée par les protéines du sang. C'est du simple bon sens de dire qu'il faut arrêter le tabac. Et puis les résultats de l'étude que j'ai, où on a guéri quand même un nombre significatif de malades, je suis vraiment désolé qu'on en ait perdu d'autres causes liées au tabagisme. Voilà, en se disant, ben voilà. C'est dommage, mais clairement, là-dessus, on peut faire quelque chose. Il y a des moyens efficaces. Nous, on a des consultations de tabacologie, le CHU également. Il y a des moyens qui marchent. Voilà, et le plus simple encore aujourd'hui, pour ceux qui ont résisté à tout et pour lesquels aucun des traitements n'a été efficace, la cigarette électronique, c'est bien mieux que de continuer de fumer. Il n'y a pas de doute dessus. Donc là-dessus, on peut jouer. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste ajouter, puisqu'on parlait du tabac, voilà, il y a Adeline Mangin qui se cache là-bas, mais c'est une alliée magnifique, puisqu'elle travaille au service de prévention, et c'est elle qui travaille sur toutes ces réunions, toutes ces associations, et elle saura bien défendre l'association Espoir Pancréas. Mais on travaille également avec le professeur Martinez sur Nancy ville sans tabac, dans le cadre du Grand Est sans tabac. Donc voilà, il y a beaucoup de convergences de combats et de luttes. Voilà, j'ai quand même l'impression que pour ce qui est du tabac, on y arrive. Pas très vite, mais enfin, je vois quand même. Il me semble quand même qu'on voit moins de fumeurs qu'à une certaine époque, au moins dans certains milieux. Ouais. Donc ça fait partie des choses, effectivement, et qui doit effectivement des portées de l'ICL ou des cabinets médicaux. Et c'est vraiment le combat de tout le monde. Quand on dit toujours que si on retirait l'alcool et le tabac, on viderait les hôpitaux. Hein, donc voilà, c'est vrai en partie, mais c'est vrai que ce combat, il est très 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 important également. Moi, je voudrais rebondir sur le problème de la prévention que vous disiez. J'ai
une grand-mère du côté maternel qui est décédée d'un cancer du pancréas. J'ai ma maman également qui est décédée d'un cancer du pancréas. J'ai 56 ans. Je voulais savoir éventuellement ce que vous me conseillez. Alors, les équipes qui peuvent répondre à votre question, c'est les oncogénéticiens. Donc, il y a au CHU de Nancy, à l'ICL pour nos patients, une consultation d'oncogénétique. Donc, il y a des conseillers génétiques qui vont faire un arbre généalogique. Généralement, ils vous demanderont de vous le remplir avant que vous arriviez à la consultation, de récupérer, si c'est possible, les éléments, en particulier d'âge de survenue des cancers dans la famille. Et à partir de là, et fonction du nombre de cas, il y a effectivement non seulement le cancer du pancréas, mais deux autres cas qui peuvent être liés au cancer du pancréas, et c'est essentiellement le cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer du côlon et mélanome, mais il y a aussi d'autres cancers éventuellement liés, mais beaucoup moins fréquents. Enfin, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle des syndromes, c'est-à-dire des associations de cancers liés entre eux, sur lesquels on peut faire des tests génétiques. Ces tests génétiques posent aujourd'hui des problèmes de remboursement aux établissements de santé, comme les tests moléculaires que M. Lambert a présenté. Et c'est ça l'impulsion donnée par le président de la République, que nous ayons un remboursement de ces tests qui sont aujourd'hui vraiment indispensable pour effectivement des diagnostics précoces, mais également pour donner dans certains cas des thérapeutiques mieux adaptées. Donc c'est un combat que je poursuis depuis des années et des années, et je suis très heureux que le président de la République ait donné l'impulsion pour que dans le cadre de la stratégie décennale des cancers, des efforts soient effectués sur ce plan, parce que ça fait aussi partie des choses dont on a besoin pour d'autres pathologies tumorales et qui permettent d'adapter au mieux les traitements. Et dans le cas particulier de madame, écho Doppler, scanner, à quel rythme est-ce que ça... Voilà. Non, il faut déjà passer par l'oncogénéticien pour authentifier les cas, voir si on est bien sur des tumeurs exocrines. Et généralement, on va retourner au dossier des hôpitaux, demander aux médecins généralistes, enfin essayer d'avoir des éléments pour... apprécier les risques. Donc on a des systèmes de calcul en fait de risques, et en fonction des préconisations, il y aura test ou pas test, surveillance ou pas surveillance. Voilà, mais c'est du domaine spécialisé d'oncologues ayant un diplôme de génétique ou de généticiens ayant des compétences en cancérologie. Il y en a aujourd'hui dans tous les grands hôpitaux. D'accord, merci. Mais écoutez, je pense qu'on pourrait passer toute la nuit sur des questions aussi importantes que celle du cancer du pancréas. Ce que je vous propose, vous avez donc entre les mains donc une affiche avec notre mail. Si vous avez donc des questions qui vous brûlent et que vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas eu la force de poser, n'hésitez pas, vous envoyez un mail donc à contact@espoirpancreas.fr et nous sommes en train de faire une liste de toutes les questions les plus importantes que nous allons donc soumettre donc aux spécialistes et avoir des réponses donc dans le courant de l'année. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous aurez des réponses à toutes les questions principales que pose le cancer du pancréas. Donc voilà. Si vous voulez bien, donc il était prévu que je conclue. Alors je n'ai pas à avoir la prétention de conclure après ce que nous venons d'avoir comme information et comme présentation vraiment très importante. Et donc ce que je voudrais surtout, c'est vous remercier donc de votre intervention, des informations très vastes et donc avec de l'espoir donc pour le futur donc que vous nous avez fait passer.
remercier donc toute l'assistance qui s'est déplacée, la Ligue contre le cancer qui est venue donc en nombre donc aujourd'hui. Et puis ce que je vais vous proposer, c'est donc une association pour que ça fonctionne. Plus on est nombreux et plus on est fort. Et donc, alors n'hésitez pas, donc si vous n'êtes pas déjà adhérent, donc à adhérer. Nous allons avoir un programme donc les années prochaines qui va être relativement important. Nous avons donc en particulier dès ce soir donc mis en ligne un nouveau site internet qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus facile d'utilisation, donc qui va être mieux référencé, donc qui va là aussi avoir une diffusion beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un point à savoir. Et puis, donc je vous ai parlé tout à l'heure des essais thérapeutiques. Si on peut être associé à d'autres essais, on est volontaire, sachez-le. Hein. Et puis, ce que je souhaite, c'est donc que tous les gens de bonne volonté donc, viennent nous rejoindre, qu'on représente une certaine force, une certaine puissance vis-à-vis des pouvoirs publics. Vous avez entendu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient payantes, par exemple. S'il y a des forces de pression qui, à un moment donné, donc, s'expriment, viennent relayer auprès des spécialistes, auprès du président de la République, si on envoie des lettres donc, en disant c'est pas normal que, eh bien, on va avancer et on va avancer beaucoup plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci encore et bonne soirée.